Ces nationalistes qui, chez eux, prônent la préférence nationale, là, Emmanuel Macron leur a jeté un épouvantail sous les yeux, c'est celui de la préférence européenne. Et ce concept, apparemment, s'oppose notamment à tous ceux qui vont chercher leur sécurité sous le parapluie américain. La préférence européenne, ça a l'air d'aller de soi, d'être une idée simple, mais en fait, c'est un concept très difficile à faire accepter par les capitales atlantistes et à mettre en œuvre dans le fonctionnement de l'UE. Isabelle Lasserre ? Oui, alors là, il a surtout dans l'œil, en fait, la manière dont certains pays européens, qui, en théorie, endossent le discours français de développer l'Europe de la défense, etc., finalement, filent à chaque fois pour acheter des armes ailleurs. Ouais. Alors, il y a plusieurs raisons, en fait. Ça peut être de temps en temps parce qu'en fait, l'Europe, simplement, n'a pas en fait les armes dont ces pays ont besoin de manière urgente parce que la Russie est à leur frontière. Donc il faut acheter sur étagère aux pays. Est-ce que c'est vrai pour la défense antiaérienne, par exemple, qui fournissent beaucoup, par exemple en Corée du Sud. Ensuite, il y a les pressions américaines, mais c'est pas que des pressions de lutte commerciale des États-Unis, c'est aussi lié à la dissuasion nucléaire, en fait. C'est-à-dire que certains pays... Les bombes nucléaires tactiques présentes en Allemagne ne peuvent être... La protection nucléaire offerte par l'OTAN et par les États-Unis implique le stationnement de bombes, d'armes tactiques dans plusieurs pays européens, notamment l'Allemagne. Qui ne peuvent être transportés que par des avions américains. Alors, oui, alors en fait, on peut adapter, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on pourrait imaginer des adaptations, mais c'est plus logique. En fait, Washington exige qu'elle ne soit transportée que par des avions américains. En théorie, on pourrait faire autrement. Mais donc, certains pays achètent des F-35 américains pour ces raisons-là. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de... Et aussi pour faire plaisir, tout simplement, au grand allié américain et l'encourager à rester... un protecteur. C'est-à-dire qu'en fait, certains pays comme la Pologne se disent, OK, on a l'autre Poutine juste derrière nous. Eux, ils avaient proposé de créer une base appelée base Trump. Oui, on veut bien être défendu par l'Europe. Mais concrètement, si la Russie frappe aux portes de la Pologne demain, il se passe quoi ? On n'en sait rien. Alors que normalement, en théorie, l'article 5 de l'OTAN qui stipule qu'un tout membre attaqué va être défendu par d'autres, a l'air en tout cas plus solide que l'article 41 de l'Union européenne qui stipule 42.7, mais en fait il est moins automatique. Il est moins automatique, mais enfin en gros, les Polonais se disent on est quand même plus en sécurité pour l'instant sous l'aile américaine que sous l'aile européenne. Alors bien évidemment c'est un raisonnement, on pourrait dire, peut-être de courte vue et à court terme, parce que si l'isolationnisme américain se poursuit, que ce soit avec Joe Biden ou, encore pire, avec Donald Trump, il faudra bien qu'un jour l'Europe se réveille. Mais il y a une petite tentation chez certains pays, mais même l'Allemagne, qui est de dire, la politique étrangère américaine, c'est des vagues, et elle fait comme ça, isolationnisme, et puis, si interventionnisme, ça va vraiment mal en Europe, ils reviendront. Interventionnisme, ils finiront bien par changer d'avis, etc. Guillaume Sacris, il y a la tentation du retour du business as usual et de conserver le statu quo. Mais moi, je crois que, et ça va également dans votre sens, je crois que vraiment ce que je disais sur la satellisation de l'Union européenne, aujourd'hui, c'est un risque. Finalement, ce qu'on constate durant la dernière décennie, c'est quelque chose qui ressemble quand même très fortement à une nouvelle guerre froide, d'un côté, avec la montée des tensions entre la Chine et les États-Unis, pas seulement sur le plan commercial, et une Union européenne, encore une fois, entre les deux, concurrencée par les deux sur le plan économique, qui a toujours plutôt penché du côté américain sur le plan militaire, et qui semble incapable, compte tenu de cet appauvrissement, d'établir une véritable défense autonome, stratégique, qui pourrait s'imposer et à l'un et à l'autre, ce dont rêve Emmanuel Macron, pour le coup, depuis le discours de 2017, mais dont on ne voit pas du tout, pour le moment, la réalisation, me semble-t-il. On ne la voit pas du tout, Anne Revent, dans les faits ?
Un petit peu. Un peu quand même. Non. Vous avez l'impression qu'on fait... on voit de la volonté, mais on ne voit pas beaucoup de concrétisation. Ça, le volontarisme, on le voit chez notre président, on le voit tout le temps. Et par exemple, dans la recherche d'obus à acheter pour les donner à l'Ukraine, il y a une espèce de concertation, de démarche un peu collective, non? C'est rien du tout ça? C'est rien. Il part d'une situation où il n'y a pas de capacité de production, il y en avait très peu, ce sont les dividendes de la paix. Voilà. Parce qu'au fond, c'est pas ça la grande fragilité de l'Union européenne. Ça met beaucoup de temps à se remettre en marche. La Russie, Vladimir Poutine a décrété l'économie de guerre, il a claqué dans les doigts. La semaine d'après, toutes les usines étaient réouvertes. Avec l'aide des Chinois, des Iraniens, des Coréens du Nord. Elles fonctionnent 24h/24, puis là-bas, il n'y a pas de 35 heures de droit du travail, c'est pas une démocratie, donc on n'a pas les mêmes problèmes qu'ici. Et Emmanuel Macron parle d'économie de guerre depuis 2022, elle n'existe absolument pas. Et le jour où un pays comme la France bascule vraiment en économie de guerre, les gilets jaunes, on va les attendre. Donc c'est la faiblesse. Mais justement, l'enjeu, c'est que ce ne soit pas la France elle seule, mais que l'Europe se remette à corriger cette fragilité fondamentale qui est l'absence d'industrie commune qui permette d'acheter européen. Parce que là, on dit qu'il faut acheter européen, mais comme vous l'avez dit, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas acheter en européen. Est-ce que la construction d'une industrie européenne, est-ce que c'est vraiment clé dans ces notions de souveraineté, de puissance? Bien sûr, et d'ailleurs, c'est le premier gros bloc du discours de la Sorbonne, c'est vraiment celui-ci, sur l'achat d'armes, sur cette académie aussi militaire européenne, sur le bouclier antimissile européen. Il y a énormément de choses qui ont été... une initiative allemande à laquelle il était plutôt réticent au début. Il a beaucoup cité le chancelier Scholz, et c'est intéressant parce qu'il y a une dialectique entre Paris et Berlin là-dessus, qui n'est pas aussi simpliste qu'on pourrait le croire. C'est-à-dire que finalement, il y a eu ce fameux changement d'air qui a été inauguré par le chancelier Olaf Scholz en Allemagne suite au démarrage de la guerre en Ukraine, qui a un peu rompu avec sa tradition beaucoup plus pacifiste et qui envoie, alors certes pas, qui ne va pas aussi loin que la France la pousse à aller en termes d'envoi d'armement, mais qui est quand même allé très très loin en termes d'appui capacitaire à l'Ukraine. Donc il y a quand même une transformation qui prend du temps, parce qu'il ne faut pas oublier l'histoire également et ce qui a poussé l'Allemagne à tenir dans cette posture-là pendant si longtemps, mais il y a quand même un changement des consciences qui s'opère et qui peut-être finira par se matérialiser au niveau européen avec cette dimension capacitaire continentale.